Puissante, c'est un podcast pour les femmes qui ont beaucoup donné, à leur travail, à leurs projets et aux autres. Des femmes qui avancent, qui portent, qui construisent et qui parfois sentent qu'il est temps de se reposer certaines questions. Comment continuer à rêver grand sans s'épuiser ? Comment prendre soin de soi sans culpabiliser ? Comment rester ambitieuse tout en étant à l'écoute de son corps, de son rythme et de ses besoins ? Je m'appelle Nejma, je suis facialiste et à travers mon métier, j'ai compris une chose. Derrière chaque femme inspirante, il y a une histoire invisible, faite de doutes, de choix, de renoncements parfois et de beaucoup de travail intérieur. Bienvenue dans Puissante. Bonjour Lola. Bonjour Neige. Je suis ravie de te retrouver ici dans ce podcast Puissante. La coutume du podcast veut que ce soit moi qui te présente. Du coup, je vais t'introduire. Et l'idée après, c'est que tu rebondisses sur ce que j'ai dit, s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, que tu me dises si tu te retrouves dans cette présentation. Lola, ce que je trouve puissant chez toi, c'est cette élégance qui s'impose naturellement. Pendant près de 8 ans, tu as évolué au cœur de grandes maisons. Hermès, Louis Vuitton, Chanel, des univers d'exigence, des savoir-faire, de précision absolue. Tu as appris les codes, les détails, le sens du temps long. Et cette idée très juste que le luxe n'est pas ce que l'on montre, mais ce que l'on ressent. Et c'est vraiment ce qu'on ressent au travers ton compte Instagram dont je vais parler. Et puis, à 30 ans, tu as pris une décision très forte. Tu as quitté ton CDI, tu as quitté un cadre rassurant pour te lancer à ton compte. Et pour accompagner des marques à élever leur positionnement, affiner leur image et trouver leur justesse. Aujourd'hui, à travers Les Codes du Luxe, qui est un compte Instagram qui est passé de 0 à plus de 100 000 abonnés en une petite année. Moi, je te suis depuis quelques mois, je pense depuis 8-9 mois. Et je pense que quand j'ai commencé à te suivre, tu devais être aux alentours de 13 000 abonnés. Donc j'ai vu vraiment ton compte grossir et grossir et grossir. Donc on va en reparler. Et j'adore parce que tu partages une vision. Tu rappelles que le luxe, le vrai, repose sur la cohérence, l'intention et surtout la clarté. Et tu le fais sans bruit et sans arrogance, avec beaucoup de pédagogie et de finesse. Tu communiques peu sur ta vie personnelle, et c'est aussi ce qui te rend singulière. On aperçoit parfois Lucas, ton compagnon, en filigrane, derrière la caméra, qui est présent sans être trop exposé, me semble-t-il. Comme un soutien discret dans ce que tu construis, à l'image de ton univers sobre, maîtrisé. Ce que j'admire profondément chez toi, c'est cette capacité à conjuguer ambition et retenue, exigence et liberté, structure et intuition. Pour moi, ta puissance est précisément là, dans ce choix de t'écouter, dans ce pas de côté que tu as fait à seulement 30 ans, dans cette manière très juste d'aider les marques et les femmes à se positionner avec élégance et sans se trahir. Lola, je suis très heureuse de t'accueillir dans Puissante pour parler de carrière, de choix, de luxe et de liberté, et de ce que ça demande intérieurement d'oser tracer sa propre voie. Bienvenue dans Puissante. Merci, quelle belle introduction. Est-ce que tu te reconnais ? Oui, je reconnais la Lola des 2 dernières années, enfin depuis on va dire le moment charnière, le grand moment de le départ d'Hermès. Je pense qu'on va en parler. Ouais, bien sûr. Voilà, et puis ce que j'essaie de transmettre sur mon compte Instagram, donc je suis contente que tu le perçoives comme ça, parce que c'est plutôt aligné avec ce que j'ai envie de montrer. D'accord. Lola, pour toi, c'est quoi une femme puissante ? En fait, c'est vrai que c'est un mot qui me fait penser aussi à l'émission de Léa Salamé, à un moment qui parlait de femmes puissantes. Mais pour moi, une femme puissante, ça va être une femme qui ose, c'est ça, et qui fait pas seulement ce qu'on lui dit de faire, mais qui va s'écouter et oser suivre un peu, je sais pas, cette petite voix en fait qui lui dit ce qu'elle devrait faire. Et je pense que c'est dur de l'écouter, c'est dur d'oser. Donc je dirais ça. Du coup, j'aimerais bien comprendre, est-ce que c'est venu avec le temps ? Donc effectivement, tu es très jeune, aujourd'hui tu as 31 ans. On va parler évidemment et on va revenir sur ces 2 dernières années de ta vie. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que tu as toujours été comme ça, dans cette façon de te faire confiance et d'avancer ? Ou est-ce que tu l'as appris avec le temps ? Peut-être que tu peux nous parler de comment tu étais plus jeune, peut-être petite, puis après à l'adolescence, et comment tu te voyais plus grande, justement. Ok. Pas du tout comme ça. Je Ok. pense que j'ai toujours été assez lisse, dans le sens j'avais vraiment envie de rentrer dans le moule. Ok. J'avais pas envie d'être différente. Pour moi, si on me disait que j'étais par exemple originale, je le prenais super mal. Ah ouais ? J'avais pas du tout envie d'être originale. D'accord. J'avais envie de rentrer dans le moule, disons aussi de briller. Enfin, j'ai toujours été ambitieuse, mais voilà, je voyais ma carrière en fait dans le luxe, en me disant je vais gravir les échelons et puis idéalement arriver à un poste de direction. Et ce sera génial parce que j'appartiendrai un peu à un truc plus grand que moi. Ouais. Et je me définirai comme ça.
Enfin, mon identité, elle était pas très claire. En tout cas, OK. j'ai voulu rejoindre le luxe parce que pour moi, c'était le Graal un peu, Mmh. de rejoindre le luxe. C'est un milieu exigeant et prestigieux. Donc, je pense que comme j'avais pas trop confiance en moi, rejoindre le luxe, ça disait que je valais quelque chose, entre guillemets. D'accord. Enfin, je OK, le voyais ouais, un ouais. peu, je pense inconsciemment. Je me définissais après, en fait, comme la Lola du luxe, un petit Ouais. peu. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un peu enfermant, Mmh. mais Et bien plus tard. ouais. Et aussi parce que je voulais évoluer dans le luxe et justement, j'ai pas pu évoluer comme je voulais. D'accord, d'accord, ouais, ça Donc, ouais, ça a été. Mais il y a eu ouais, plusieurs étapes. plusieurs étapes. Et petite, tu savais déjà que tu voulais, travailler dans ce milieu-là? Parce que tu as fait quoi du coup comme études? J'ai fait enfin, au tout départ, c'était un bac scientifique. J'ai OK. toujours été très scientifique plutôt. Ouais. Puis une prépa commerce et puis une école de commerce avec un OK. master spécialisé dans le luxe. OK. Donc à partir de la prépa, je pense qu'en prépa, c'est un milieu très compétitif. J'aimais bien être challengée et Mmh. voilà, j'ai toujours été assez ambitieuse et je voyais le luxe comme le Graal, donc master dans le luxe et puis premier stage chez Chanel. OK. Donc ça, en fait, il y a 10 ans, c'était en 2016 et voilà, en postulant, en ligne, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, qui me demandent, enfin, le luxe égale, piston pour beaucoup de Ouais. personnes, mais non. Enfin, moi, ma famille vient pas du tout de ce milieu-là. OK. Donc mes parents, travaillent on va dire dans le social plutôt, donc tu D'accord. vois, rien à voir, le grand écart Ouais. et donc jamais eu aucun piston et ça a conditionné un peu la suite. J'avais pas forcément, à cette époque-là, déjà décidé de faire toute ma carrière dans le luxe, mais voilà, j'étais très fière et très contente et puis, ce premier stage, en fait, a ouvert la porte à d'autres, stages et mon CDI chez Hermès. Mmh. Donc ça s'est fait un peu, comme ça naturellement. D'accord. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ce premier stage? Donc du coup, tu es à l'école. C'est un stage qui dure combien de temps? 6 mois. OK. Donc qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu découvres quand tu fais ce premier stage, chez Chanel? Je découvre un stage, intéressant. C'était pas forcément le meilleur, job possible pour moi à Ouais. cette époque. Je cherchais à tout prix à rentrer dans le luxe, mais c'était assez opérationnel. OK. En fait, c'était assez drôle, mais je faisais des cartons où j'emballais, en fait, les looks pour, des célébrités, pour, OK. le festival de Cannes et cetera. OK. Donc c'était assez exigeant. En fait, c'est l'univers Chanel qui m'a intéressée. Mmh. Plus que l'émission à cette époque, mais voilà, tout le storytelling autour de la maison, enfin découvrir un peu les coulisses, Ouais. c'était intéressant. Il y avait une ambiance quand même un peu particulière, beaucoup de femmes, beaucoup de compétition, donc pas forcément, j'avais pas trouvé ça forcément très sain à l'époque. Et très bienveillant Pas très peut-être? bienveillant Ouais. OK. comme ambiance, mais bon, c'était propre à une équipe. Les équipes changent et c'est Mmh. pour ça que je veux pas coller cette étiquette sur la maison Chanel, Ouais. ça dépend vraiment. Donc c'était pas facile. Ouais. Mais je me suis accrochée et puis 2e stage juste après ça chez Louis Vuitton de 6 mois Mmh. et là, j'ai eu une super, mentor un peu avec qui je suis toujours en contact, OK. donc des très bonnes relations et c'était, des missions assez sympas. OK. Toujours dans la presse un petit peu et j'ai adoré. Donc voilà, ça s'est fait, là, OK. c'était un peu une révélation quand même. Et du coup, qu'est-ce que tu adores? Enfin, qu'est-ce que tu as adoré, en tout cas dans ces premières années? Mmh. J'ai adoré le fait justement que ça soit, intransigeant et exigeant OK. et tous les jours, j'apprenais, voilà énormément de choses mais pas uniquement, propre aux missions, mais plus, sur, la communication en général. D'accord. Comment tu te présentes, comment tu parles de la maison, comment Ouais. tu parles des collections. En fait, il y avait plein de choses qu'on apprenait un peu, ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui sur mon compte. Ouais. C'était pas juste l'émission en tant que telle, de presse qu'on peut retrouver dans plein d'autres, enfin voilà, sociétés. Mais là, c'est cet univers luxe, avec beaucoup de storytelling Ouais, et je trouve que d'accord. ça, c'est intéressant Ouais, à OK. apprendre, quand tu es jeune aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Du coup, c'était un peu cet aspect avec communication que toi, tu avais appris à l'école, que Ouais. tu voyais un peu appliqué dans le monde du luxe et où tu disais: «Ah oui, en fait, derrière justement, ces maisons de luxe, il y a tout ça, en fait». Ouais. OK, OK. Mais est-ce que au delà de la communication, il y a des aspects du luxe que tu trouves intransigeants? Alors moi, j'ai toujours eu ce prisme, enfin, j'ai Mmh. toujours été dans des équipes communication, je pense que bien sûr, sur la qualité des produits, Mmh. en fait, à tous les niveaux. Enfin, Ouais. l'expérience client, la qualité des produits, les savoir-faire, il y a un niveau d'exigence qui est poussé à l'extrême et que je trouve, très, stimulant. Enfin, Ouais. pour moi, si on est formé à cette école, on peut s'adapter et réussir partout et c'est des choses qu'on garde un peu toute une vie. Enfin, moi, je me souviens de
anciens dirigeants, même chez Hermès, en fait, ils sont comme ça. Même là, quand je les revois en dehors, ils sont toujours comme ça, en fait. Ça te formate. Ça peut avoir du positif ou du négatif. Mais je trouve que c'est un bon côté de bien savoir communiquer, d'élégance, de pas faire les choses à moitié. Ouais, Donc d'accord. ça, j'aime bien. Ouais, OK. Et est-ce qu'il y avait des aspects un peu moins positifs, dans tes premières années de carrière? Bah, je pense que c'est ce que je disais un peu sur l'ambiance. Chez Chanel, l'ambiance, je la trouvais pas forcément très saine Et tu l'as retrouvé ailleurs, dans d'autres et je maisons? l'ai pas retrouvée ailleurs, donc j'ai eu Ouais, beaucoup de chance. ouais, Mais je sais que d'autres, parce que, enfin voilà, c'est un petit milieu, donc ouais, on garde contact. Je sais que ça dépend des maisons et des équipes, mais en effet, enfin, il y a déjà eu, des burn-out, des parcours, moins, ouais, enfin assez difficiles en fait, hein. ouais. C'est pas, tout rose et Mmh. j'essaie de le dire, aussi sur Instagram parce que je trouve qu'il y a beaucoup, de mythes autour du luxe et ça peut être un peu le diable s'habille en Prada parfois, mais Ouais, pas tout le temps. Et d'accord. par exemple chez Hermès, c'était pas du tout le cas, c'était très familial et bienveillant. Mais encore une fois, même au sein d'Hermès, ça va dépendre des équipes. Donc Mmh. comme c'est très féminin aussi et très compétitif, les places sont chères. Je dirais que parfois l'ambiance peut en fait, je pense qu'il faut le sentir en entretien. Ça Ouais, se ressent assez vite quand même, je trouve. Donc c'est peut-être le point de «vigilance» entre guillemets. Mais sinon j'ai beaucoup aimé et un autre point peut-être un peu, négatif, c'est que les évolutions, je trouve qu'elles sont assez difficiles. ouais, Ça a été mon cas, mais c'est le cas, d'anciens collègues. Les places sont très chères. Les salariés n'évoluent pas facilement. OK. Parce qu'en fait, bah, en plus aujourd'hui avec, un peu une sorte de crise, quand même dans le secteur du luxe, il y a pas énormément de création d'emplois, surtout dans les départements de communication. Les gens restent en poste assez longtemps, donc c'est très dur d'y entrer, c'est très dur d'évoluer aussi, donc Et du coup, juste pour comprendre, parce que quand c'est des grandes maisons, on imagine, donc toi, évidemment, tu étais dans le domaine de la communication, c'est ce que tu aimes bien, et cetera. Mais je sais que dans des grands groupes comme ça, tu as la possibilité justement de passer, je sais pas moi, justement du département communication à un autre département. Est-ce que c'est le cas aussi dans ces maisons de luxe? Et est-ce que toi, tu te voyais ailleurs, plus tard, que dans de la communication? oui, bah, c'est vrai que c'est une bonne question. Chez Hermès, par exemple, voilà, ils essaient de promouvoir un peu cette, transversalité, enfin, Ouais. le fait de passer, il y avait des parcours comme ça de, je sais pas, de la comptabilité, finance à Mmh. un autre département, très différent. Il y a quelques parcours comme ça, mais c'est quand même très rare. OK, Enfin, d'accord, moi, ouais. c'est pas forcément une piste que j'ai explorée. Moi, j'ai voulu un petit peu changer, mais tout en restant assez proche. Je voulais passer chez Hermès de la communication à l'expérience client. Ouais. Mais en effet, on m'avait dit aussi que j'avais pas d'expérience dans l'expérience Ouais, client, d'accord. donc Tu avais l'impression de c'était tourner pas un si peu en facile. Ouais, ouais, d'accord, tu quand d'accord. même souvent un petit peu bloqué. Ça OK. peut arriver. Mmh Voilà. OK. D'accord. Maintenant, l'idée, c'est qu'effectivement, on s'arrête un peu sur, un moment charnière de ton parcours et qu'on puisse, décrypter ton état d'esprit à ce moment-là. Mmh. Comment tu t'es sentie? Ce qui t'a aidé à prendre les bonnes décisions? Du coup, est-ce que tu peux nous parler, s'il y en a un, parce qu'il peut ne pas y en avoir un, d'un moment charnière de ton parcours? Oui, il y en a eu un. Il a duré un peu longtemps quand même. Il a duré OK, peut-être 6 mois, on va dire. d'accord. Mais disons que donc c'était il y a 2 ans, exactement. Mmh. Je devais avoir voilà, une belle mobilité au sein du groupe Hermès qui a été, bon, bloquée à l'époque par ma direction. Sans trop comprendre pourquoi, parce que j'avais été sélectionnée. Mais voilà, on va dire que ça les arrangeait pas forcément que je parte à ce moment-là et en fait, je me suis sentie très mal, à Mmh. ce moment-là et c'est assez drôle parce que, enfin, voilà, on parle du soin de soi et Mmh. cetera, mais je trouve que le corps parle beaucoup Mmh. et à l'époque, j'avais, somatisé, j'avais été hyper malade pendant 2 semaines, enfin, OK. c'était un fiasco. Je pense qu'en réaction à ça, j'étais vraiment très mal. Mmh. Je suis quand même restée, suite à ça, mais je savais que je voulais partir. Ça OK. m'avait, découragée. OK. Donc ça a été, le début et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite j'ai trouvé donc, un autre, emploi ailleurs et j'ai décidé de prendre du temps pour moi et de faire une cure ayurvédique. Parce que c'est vrai que D'accord. je voulais t'en parler, comme on parle de soins. J'ai passé une semaine, à me faire, voilà, masser, avoir enfin aussi un peu des cours sur l'ayurveda et ça m'a OK. fait énormément de bien. Et ça, c'était en mai, donc quelques mois après ça et je suis revenue, j'ai rencontré Lucas sur un OK. tournage chez Hermès et j'ai démissionné dans la foulée. OK. Donc ça a Ça s'est été fait très vite, ouais. ouais, ça s'est bien enchaîné. Je pense que voilà, donc en début d'année, je savais que je voulais partir, je me sentais pas bien, bloquée
Et mon corps le supportait pas, en fait, ce blocage. J'ai décidé de prendre un peu soin de moi et de m'écouter, parce qu'en fait, je m'écoutais pas. Et c'est vrai que je m'étais jamais écoutée avant. Et puis voilà, j'ai démissionné, donc tout s'est fait enfin, tu vois, en quelques mois. Ouais, en 6 mois. Et au même moment, j'ai rencontré Lucas sur un tournage de savoir-faire chez Hermès. Donc tu travaillais toujours chez Hermès, c'est au moment où tu Ouais. travaillais. Et entre les deux, tu as fait cette fameuse cure. C'est ça, en fait, donc la mobilité, ça a été bloqué plus ou moins en décembre, janvier. Ouais. En mai, je décide de faire ma cure. Ok. Tout le monde me disait, mais waouh, Lola, on t'a jamais vu comme ça. Ok. J'étais hyper apaisée. J'ai pris le temps de me poser. Mi-juin, je rencontre Lucas sur un tournage et fin juin, je démissionne. Ok. Mais est-ce que lui, ça a été un peu un élément déclencheur? Est-ce que justement, vous avez discuté de ce moment où tu te sentais pas très bien ou Bah, c'était le début, donc Ouais. mais un petit peu, je lui avais pas dit tout de suite parce qu'en fait, c'était un prestataire. Donc je n'allais pas lui dire: «Hello, je démissionne». Ouais. Mais oui, assez vite et en fait, lui était indépendant et à son compte. Hmm. Donc ça m'a confortée, mais à l'époque, je démissionnais pour un autre poste. J'étais pas encore prête à me dire: «Je démissionne pour, être en freestyle, à mon compte». Donc je jouais encore la carte de la sécurité. D'accord. Mais disons que ça a été un moment charnière parce que, Lucas m'a montré aussi une autre vision. Assez vite, on a été très proches et ça s'est fait assez vite et on s'entendait vraiment bien et lui avait cet esprit un peu d'entrepreneur. Ouais. Je pense qu'il a infusé en moi et voilà, et j'avais 3 mois de préavis chez Hermès, donc en septembre, je suis partie. J'ai travaillé quelques mois, notamment pour une marque de cosmétiques ayurvédiques. Ok. Donc voilà, c'était ma période à fond dans de l'ayurveda transition. et de transition. Et puis après ça, je me suis lancée 1 an après. Donc ça a pris du temps quand même. Ouais, un peu du Enfin, temps, ouais. relativement. Tu vois, il y en a qui mettent beaucoup plus de temps à se lancer. Ouais. Mais quand tu regardes du coup les choses avec un peu de recul maintenant, tu te dis que plus jeune, tu sentais déjà que tu avais envie d'entreprendre quelque chose ou jamais? Parce que d'après ce que tu racontes, en tout cas dans Ouais. l'introduction et tout, non. Mais comme tu t'es lancée assez vite et qu'on a l'impression qu'il y a eu une sorte de déclic, de OK, je m'écoute, OK, c'est possible de faire les choses autrement. Est-ce qu'avant, tu avais déjà eu cette façon de penser-là? Non, jamais, OK. vraiment. C'est pour ça, j'étais bien dans «le moule» entre guillemets. Ouais, Enfin, dans moi, la case. j'étais bien dans un écosystème qui peut être, justement assez «enfermant» entre guillemets, mais qui te dit où aller, comment. Et j'ai l'impression d'être, enfin, tombée de haut, c'est un peu fort, mais c'est vrai que quand je me suis sentie bloquée comme ça, je me suis dit: «En fait, je suis trop bloquée dans ma vie professionnelle» et il y a une sorte de déclic, comme peut-être certaines personnes après un burn-out, je sais pas, mais il y a vraiment eu un avant et un après ça. Donc je voulais pas être bloquée et que justement, en fait, mon évolution dépende, entre guillemets, «du bon vouloir» De quelqu'un, de ouais. quelqu'un. Et j'ai vraiment eu envie de prendre en main, ma vie. D'accord, ouais. Enfin, mon destin, en tout cas. C'est peut-être aussi une déception, tu vois, de sentir que, au moment où, ils étaient censés te promouvoir, ils l'ont pas fait. Est-ce que c'est ça aussi que tu as ressenti? Tu t'es dit: «Je Ouais. suis entourée finalement», je pensais être dans un environnement où je pouvais faire confiance, où on allait, justement me mettre en avant et de sentir qu'on ne l'avait pas fait, c'est peut-être presque une petite trahison. Est-ce que c'est ça? Oui, sur le moment, je l'ai vécu comme ça. J'ai aussi vu, entre guillemets, un peu les limites, mais c'est vrai que alors je suis toujours en contact avec ma direction, enfin, il y a pas de rancœur ou quoi que ce soit. Sur le moment, oui, je me suis sentie abandonnée, Ouais. mais en fait, c'est des positions un peu politiques. C'est pas la faute de quelqu'un en particulier, mais juste ça les arrangeait pas et en fait, on fait toujours passer les intérêts de l'entreprise avant toi. Mmh. Ce que je peux comprendre maintenant, mais c'est vraiment ça qui m'a poussée vers l'entrepreneuriat aussi. Ouais. Et tu réussi à savoir, enfin, tu as eu le fin mot de l'histoire de pourquoi, Non, OK. jamais. Mais c'est Ouais, vrai qu'on d'accord. m'avait invitée 2 fois à déjeuner suite à ça pour essayer de m'expliquer, mais il y avait pas vraiment de raison et je sais Ouais. pas à quel niveau ça s'est joué dans la hiérarchie, mais il y avait pas vraiment de raison. Mais je pense qu'il faut apprendre à lâcher prise. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise dans ma vie. Mmh. J'essaie d'apprendre ça. Voilà, il y a pas d'amertume OK. en tout cas maintenant. Ouais, Mais d'accord. ça fait 2 ans donc OK, je comprends. Du coup, il y a 2 ans, tu te lances et tu te dis donc tu pars à ce moment-là, tu te lances en parallèle de ton salariat et de ton job, pour une marque de cosmétiques ou tu te lances vraiment, from scratch? Non, je travaillais uniquement pour la marque de cosmétiques au début. OK. Et puis finalement, l'été d'après, Mmh. je me lance à mon compte et je continue de travailler avec cette marque de D'accord. cosmétiques ayurvédiques qui était mon premier client. OK. Et je faisais un peu les mêmes missions, que quand j'étais salariée, donc je gérais, l'influence. Donc Ouais. voilà.
et les événements. Ok. Donc, une super marque de cosmétiques, peut-être que tu connais Kama Ayurveda. Non, je connais pas, mais du coup, ça C'est me une donne marque envie de... indienne Ok. très chouette. D'accord, d'accord. Donc, premier client. Et après, à quel moment tu crées ce compte Instagram? En décembre, donc il y a 1 an, ouais. Ok. Ouais, Décembre, je le crée. Je pense que je devais avoir 200 abonnés au début. ouais, on commence tous comme ça. Je me disais qu'il fallait un compte Instagram pour parler un peu de ma nouvelle vie de consultante. Ouais. Parce que j'avais un compte Instagram très perso, Hmm, avec des photos d'amis et moi en vacances, et je me hmm. disais, enfin, ça va pas. Donc, j'ai créé de zéro ce compte. Et au début, j'avais des posts qui fonctionnaient pas forcément très bien, mais mon premier client, non, non, non. Mais c'est normal, enfin, tout le monde commence comme ça. Ouais, Franchement, enfin, et c'est aussi pour notre audience, parce qu'il y en a qui se posent la question aussi de savoir comment faire grandir une communauté, comment attirer justement le regard des gens. ouais. Tout le monde commence par un, puis deux, puis 100, puis 200 followers, et puis enfin, après c'est un travail, on va en parler aussi, hein, mais quotidien pour animer une communauté et leur proposer des contenus qui les intéressent. Du coup, Ouais. voilà, donc premier post, donc ton premier client, explique-nous. Oui, des posts pas très engageants au début, mais j'avais quand même un peu, enfin assez vite, je me suis dit: «Bon, si je parle uniquement de mes clients, je vais un peu tourner en rond», Hmm. donc j'avais envie de développer l'aspect, pédagogique. Hmm. Donc assez vite, et j'ai fait un réel, en janvier, donc 1 mois après, qui a, je sais pas, fait 500 000 vues, Hmm. en sachant que j'avais même pas 1 000 abonnés. Donc en fait, il y Ouais, avait un ouais. enfin voilà, un ratio comme ça, assez impressionnant. Et justement, c'était un post où je disais, «On dit, on ne dit pas», chez Hmm. Hermès, avec, voilà, le vocabulaire utilisé en interne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt autour de, bah, déjà le format plaisait, Ouais. assez, ludique, assez, enfin «efficace» entre guillemets. Hmm. Et oui, et le luxe, passionne, enfin je m'en suis rendu compte. Et je pense que ce qui a pu marcher aussi, c'est que je regardais très peu de comptes sur le luxe. Hmm. J'essayais un peu d'avoir mon approche, Ouais. à moi. Et donc au début, enfin voilà, les abonnés me disaient: «Ah, j'aime bien, c'est différent». Donc j'ai essayé de garder ça. Et puis finalement, les abonnés, c'est eux qui te guident, hein. Bien sûr, Enfin, ouais. te disent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient plus voir, et ça a complètement, bah, changé ma direction. Ouais, orienté, ouais, ce que tu allais proposer. Ouais. Et comment, et ça c'est vraiment une question que je me pose, comment tu expliques du coup cet engouement autour de ton compte Instagram Les Codes du Luxe? J'ai pas, enfin, j'essaie de me l'expliquer. Ouais, Je pense que ce qui plaît, c'est l'aspect, pédagogique. Je pense que les gens ont envie d'apprendre, en fait, sur ouais, Instagram. Moi, j'avais pas envie de, enfin, voilà, d'être influenceuse, en fait, pas du ouais, tout, de dire, «Voici comment je m'habille, ouais. je vis», et cetera. Non, j'avais vraiment envie de transmettre des clés, et ce que j'avais appris, qui justement, m'avait, servi, en fait. Et c'est vrai que, ne venant pas du luxe, venant d'une famille qui justement était très éloignée du luxe, Hmm. je pense que j'ai tout appris, pendant 8 années, et que, Ouais. là, je transmets tout à des personnes qui apprennent, à Comme leur toi en tour, en fait, fait, ouais. comme moi. Donc je me mets vraiment à leur place, et j'essaie de réfléchir à ce qui peut leur, enfin voilà, les intéresser. Hmm. Je pense que c'est ça, c'est D'accord, peut-être, ouais. et le côté très accessible. Enfin, j'ai pas Hmm. du tout envie de renvoyer, voilà, l'image de quelqu'un d'inaccessible, Ouais. d'entretenir des clichés sur le luxe ou quoi que ce Hmm. soit. Et aujourd'hui, les questions principales que tu as de la part de ta communauté, c'est lesquelles? C'est autour de ta carrière? C'est autour de ton contenu? En fait, ils me challengent, mais beaucoup me demandent si je peux écrire un livre pour, tout résumer, ou, ils me disent: «Voilà, je dois, négocier mon salaire avec, mon boss, je dois faire ça, comment je peux bien le tourner?» En fait, ils attendent encore plus et toujours OK, de clés. Donc à un moment, je me posais la question d'écrire un livre, pour le moment, c'est en stand-by, OK. avec un maximum de clés, en fait. Je pense que c'est pas tant sur ma vie perso, finalement, Mmh. ils ont besoin voilà, de matière pour communiquer, et je trouve que c'est des personnes très curieuses, et j'aime beaucoup. Et comment tu le vois évoluer du coup ce compte Instagram? Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas faire de cette communauté? Je me pose encore la question, parce que c'est vrai que ça fait que 1 an, donc Ouais, j'ai pas forcément la vision, déjà. À un moment, je me posais la question justement avec Lucas d'organiser des retraites, de réunir des abonnés pour, bah, en fait, faire un peu des masterclass, OK. sur, la communication. Donc Lucas est aussi dans la communication, il est photographe, mais donc il a un œil un peu créatif que Ouais. moi, j'ai moins, et on se complète bien. Donc Mmh. on s'était dit, voilà: «Est-ce qu'on pourrait trouver un format,
ce que les gens ont envie d'apprendre et comment on pourrait les réunir en présentiel. Moi, je trouve ça assez sympa. Et puis sinon, en fait, ce compte Instagram m'a donné tous mes clients. Donc, ça reste, on va dire, je ne monétise pas du tout mes contenus. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent que je vis d'Instagram. Pas du tout. Absolument pas. Je monétise rien. J'ai fait peut-être 2 collaborations dans l'année non rémunérées. Enfin, tu vois, des produits offerts. Mais donc, j'en vis vraiment pas. Mais ça m'a rapporté des clients, donc des marques, en fait. Donc, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes, du coup? Qu'est-ce que tu proposes à tes clients? En fait, mes premiers clients sont arrivés assez vite. Donc, finalement, j'ai eu mon premier client dans la cosmétique ayurvédique où je gérais l'influence. Puis, finalement, j'ai lancé mon compte Instagram et en 2-3 mois, ça m'a tout de suite rapporté des premiers clients qui voulaient que je gère un peu leur image de marque. Donc, revoir un peu le storytelling, comment présenter la marque sur les réseaux. Avec Lucas, on a géré des comptes Instagram, mais c'était pas de la gestion comme une agence social media, c'était plutôt de dire voici tes points forts, ce qu'on va essayer de valoriser. En fait, ce qu'on disait sur le storytelling des grandes maisons de luxe, tu vois, mais comment justement créer un storytelling. Moi, j'ai créé beaucoup de storytelling pour des marques cette année. Et Lucas, avec son œil, on va dire, créatif, est arrivé à créer un univers avec des photos qui illustrent parfaitement le storytelling, etc. Donc, beaucoup sur les réseaux sociaux, le site. Voilà, aussi des discours, comment les salariés doivent parler de la marque. Tu vois, un peu des scripts, des templates pour les mails, etc. Donc, c'est vraiment dans la communication. Et du coup, c'est quoi ce que tu accompagnes? C'est des CEO? C'est plutôt des petites structures, donc qui ne sont pas dans le luxe, mais qui ont envie de tendre vers le luxe. En général, ce sont les CEO qui me contactent, mais il n'y a pas forcément de grosse équipe communication. D'accord. Oui, c'est plutôt des PME, justement, mais c'est super intéressant. Parce que c'est vraiment comme si, t'aidais des marques en devenir, justement, qui en sont soit au début ou soit qui ont déjà commencé et qui ont envie d'affiner leur positionnement vers une communication précise. D'accord, C'est ça, plus premium. Et mais est-ce que tu aurais 2-3 conseils, du coup, j'en profite? Pour les marques? 2-3 conseils, genre je suis facialiste. J'ai une marque qui est très tournée autour du personal branding. 2-3 conseils en matière, non pas de stratégie, mais vraiment de communication pour orienter ma com de manière premium. Après, c'est vrai que sur la communication, on va pas forcément avoir la même communication en direct avec les clients que sur Instagram. Donc, ça dépend aussi des relais. Mais toi, tu as un peu fait le travail déjà. Tu vois, ton personal branding, il est génial. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... en fait, le personal branding ou finalement la plateforme de marque pour une marque, souvent, les fondateurs, les CEO ne le font pas, en fait. Et je me rends compte que moi, je les accompagne aussi là-dedans. Quelles sont tes valeurs? Quelle est ton histoire? Quels sont tes points différenciants aussi? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui les mettent même pas forcément en avant. Et une fois qu'on a fait aussi un peu la plateforme de marque, ton identité, ton positionnement, moi, je vais essayer de... c'est ça un peu dans le luxe, mais c'est enjoliver un peu, tu vas rendre glamouriser, on va dire un peu romancer un peu l'histoire. Romancer l'histoire, exactement. Et puis après, traduire ça différemment selon les réseaux. Mais c'est vrai que ça va dépendre. Sur Instagram, je pense qu'il faut... mais toi, il faudrait que je regarde ton compte en détail, mais le travail sur le personal branding, tu l'as fait et c'est ça qui fait que tu as une très belle communauté aujourd'hui aussi. Mais je trouve que les gens veulent une stratégie de communication directement, mais sans creuser cette partie-là. Et moi, je propose jamais la stratégie sans passer par là. Et donc, tu mises souvent, quand tu accompagnes du coup des marques, tu mises sur une communication axée autour du personal branding ou pas forcément? Pas forcément, ça va dépendre, mais sur l'histoire de la marque. Et souvent, c'est quand même lié à l'histoire des fondateurs. Oui, bien sûr. Donc, ça peut être proche. D'accord. Oui, d'accord, je comprends. Je comprends complètement. Je t'ai pas posé la question, justement, de qu'est-ce que le luxe pour toi, finalement? Ou en tout cas, le plus grand luxe. Parce que le luxe, je pense qu'on l'a compris à travers la vision que tu en avais, mais vraiment le plus grand luxe. Le plus grand luxe? Maintenant, je dirais que c'est le temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, les personnes très, très fortunées se tournent de plus en plus vers
voilà, des moments un peu off, des retraites, en fait, le temps est la plus grande valeur qui soit. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, comment gérer son temps, mais aussi le luxe devient de plus en plus expérientiel. Donc, je trouve que les investissements sont plus dans des biens, mais dans quelque chose d'un peu immatériel. Donc, pour moi, moi, par exemple, je ne possède pas de luxe. Enfin, je sais que ça peut paraître paradoxal. J'aime le luxe dans sa façon de communiquer, de bien faire les choses, en fait, tout simplement. Des belles matières, des beaux produits, une belle histoire, enfin, c'est tout ce qu'on demande. Mais je ne possède pas de luxe. Et par contre, si je devais, entre guillemets, m'acheter du luxe, j'investirais dans une nouvelle cure ayurvédique ou des soins pour le corps, pour moi. Enfin, Ouais, d'accord. ouais. Et justement, on va passer au décryptage un petit peu de comment tu prends soin de toi au quotidien et quelle place ça a justement dans tes projets, dans tes ambitions? J'essaie de m'écouter et j'essaie de moins remplir OK. l'agenda, sauf quand je viens à Paris. Mais j'essaie de moins remplir. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à me dire il faut que tous les soirs, je vois des amis. Surtout quand j'habitais à Paris, j'étais un peu dans un rythme effréné, une course effrénée. Et finalement, en quittant Paris, je me suis rendu compte que j'avais moins d'amis, je voyais moins voilà, de gens. Et ça m'a fait du bien. Je me suis recentrée. J'ai fait du tri, en fait, dans tout, dans mes activités, dans mes relations. Je me suis vraiment recentrée sur ce qui me faisait du bien, ce qui me donnait de l'énergie. Et aujourd'hui, j'essaie de beaucoup moins remplir, en tout cas. Ouais, d'accord. Donc, de m'écouter et de plus être dans un peu cette fuite en avant. Voilà, il faut Il faut le faire, remplir il faut parce faire. que sinon, en fait, c'est pas normal. Ouais, Et c'est dur. Enfin, c'était dur, hein. Donc, ouais, ça je a pris comprends. du temps. Et quand tu parles d'énergie, est-ce que tu as réussi à identifier, ce qui te permettait justement de gagner de l'énergie et au contraire de ce qui t'en faisait perdre? Je pense beaucoup les relations. Enfin, moi, je pense Ouais. tout de suite à ça, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de relations, on va dire, un peu superficielles. Et en quittant Paris, en fait, tu te dis, bah, la relation, elle se perd. Mmh. Et finalement, au début, c'est douloureux, mais c'est pas si mal. Mmh. Maintenant, j'essaie vraiment c'est ce qu'on dit, en fait. Enfin, quand tu repars d'une entrevue avec quelqu'un, est-ce que tu as plus ou moins d'énergie? Voir ça et Mmh. faire le tri aussi en fonction. Est-ce que ça t'a fait du bien? Donc, les relations, quand même, parce que ça me prenait beaucoup de temps avant. Ouais, d'accord. Je Est-ce que suis tu pas devenue asociale, hein, mais Est-ce que tu as perdu du coup des amis en l'ensemble? Parce que c'est un peu une nouvelle vie, tu ouais, vois? Vie d'entrepreneur, avant tu étais dans un presque enfin surtout déjà quand on est dans une boîte, je trouve qu'on est dans une case, mais quand on est dans une boîte de luxe peut-être encore plus et tu l'as bien ouais. expliqué. Est-ce que tu as perdu des relations, toi tu l'as dit, mais vraiment des amis, des gens qui t'ont déçu en, justement t'écoutant et en allant vers cette nouvelle vie? Oui. OK. Oui, 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 c'est vrai. Bah, en fait, c'est ça, dès qu'on quitte un peu le chemin, et même la routine parisienne, voilà, on allait boire, je sais pas, des spritz, des apéros, toutes les semaines avec, certains groupes. Et Mmh. finalement, quand tu pars, tu te rends compte qu'en one to one, enfin, tu pas, tant de vraies relations que ça. Ouais. Donc au début, ça a été douloureux et finalement maintenant, je l'accepte et je suis plutôt contente parce que, j'ai l'impression de moins perdre mon temps entre guillemets, c'est un peu horrible, mais dans des relations superficielles un petit Ouais. peu. Moi, je cherche vraiment de Ouais. l'authenticité aujourd'hui, des relations qui me font du bien, aussi des personnes qui te soutiennent. Parce que c'est vrai que quand tu es entrepreneur, c'est pas forcément, facile, enfin, tu pas toujours soutenu par, ton Mmh. entourage. Ouais. Je pense que, enfin, peut-être que tu l'as vécu aussi, Mmh. mais même sur Instagram, qui te soutient, qui like, enfin, tu Ouais. vois? C'est important aussi de voir ça. En fait, je suis d'accord, je rebondis. Du coup, c'est vrai, et je crois qu'on est plusieurs à le vivre, mais moi, j'ai eu l'impression quand je me suis lancée que ceux qui me soutenaient le plus, c'est des gens que je connaissais pas, Ouais, tu oui, vois? Et qui te disent: «Mais c'est dingue parce que voilà, c'est inspirant ou que ça leur parle» ou plutôt que, ton cercle proche, quoi. Ton cercle exactement. proche, ils comprennent pas trop au début, ils posent deux trois questions. Bon après si, tu as toujours des vraiment des amis très proches qui likent tout, Ouais, sans forcément regarder d'ailleurs, mais oui, par principe parce que c'est toi. Mais d'autres effectivement qui sont absents ou c'est silence radio. C'est ce que exactement. OK. Mais qui voit, enfin, c'est ça le pire. Ouais. Je sais qu'ils voient, mais il y a un silence radio et c'est vrai que, par exemple, ma meilleure amie, vit à Milan, elle parle pas français, donc Mmh. tous mes posts sont en français. Elle like, elle commente tout sans rien comprendre, Oui, donc ouais. ça, c'est un vrai soutien. Mais oui, silence radio, donc c'est un peu dur au début parce que, justement, tu
Déjà, c'est dur de s'exposer sur les réseaux. Ouais. Tu as le regard des autres. Enfin, moi, j'ai toujours été très sensible à ça. Et tu pas forcément un soutien inconditionnel de tes proches. Donc, moi, j'ai quand même la chance d'avoir déjà Lucas Mmh. et ma famille qui Mmh. me soutient. Et voilà, 2-3 amis. Mais j'ai vraiment un noyau dur. Et, ouais, s'exposer, c'est pas facile. Enfin, Ouais, c'est ouais. sûr. On y reviendra, du coup, j'ai une question sur le regard des autres, mais je continue du coup sur la partie, décryptage des habitudes. Comment tu parviens à bien gérer ton temps? Donc tu nous as dit pas trop remplir l'agenda, mais est-ce Ouais. que tu as d'autres tips comme ça qui te permettent de bien gérer ton temps? En fait, je gère, enfin, j'utilise mon calendrier. J'ai pas d'outils Mmh. incroyables pour OK. gérer mon temps, mais c'est vrai que je me mets des plages dans mon agenda, en fait, pour des moments de réflexion, des moments pour aller marcher. J'adore marcher seule, enfin, Mmh. vraiment. J'organise comme ça pour avoir un peu une vue d'ensemble aussi et voir un peu le temps consacré à chaque tâche, et cetera. Donc, je me sers beaucoup de mon calendrier. Et je prends des plages pour moi, pour réfléchir. J'ai vraiment besoin d'avoir une vision pour avancer. Ouais. Et donc, j'essaie d'allouer du temps à ça et à des temps pour moi, sans culpabilité. Donc, ça, c'est Ouais. c'est bien. Que tu cales vraiment dans l'agenda, temps pour moi, temps Ouais, pour réfléchir, OK, ouais. parce que c'est vrai que sinon, donc il y a Instagram, j'en vis pas. Il y a le temps pour mes clients. Donc, je peux passer, enfin voilà, le temps passe vite. Ouais, Donc, j'essaie de bloquer des plages horaires. ouais, Mais d'accord. bon. On a parlé justement, voilà, je rebondis sur ce que tu disais, tu dis: «Oui, le regard des autres, moi j'y suis sensible et ça a une importance pour moi». Comment tu as appris, avec le temps à t'en affranchir? Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours aussi, important pour toi? Est-ce que tu as appris à t'en affranchir? Je pense que je m'en suis, là, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Mmh. Mais, oui, ça fait 1 an. Je pense que les réseaux, ça peut être un bon moyen, paradoxalement, Ouais, de s'en affranchir parce que, tu peux pas faire tout. contrôler, ta tête sur, tous les posts, Ouais, sur, enfin, voilà, toutes les vidéos et cetera. Tu dois lâcher, enfin, tu ouais. peux pas être dans la perfection et moi, c'est vrai que j'avais tendance à être un peu trop perfectionniste, je pense, donc Mmh. j'essaie de lâcher. Je vois aussi que, finalement, c'est payant de lâcher, parce Mmh. que sinon, en fait, bah, enfin, voilà, quand tu es trop perfectionniste, tu fais rien Ouais, tu parce passes que pas à l'action. ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que ça t'immobilise un peu. Ouais, Instagram, c'est un bon moyen, je pense. En fait, c'est à double tranchant les réseaux. C'est vraiment soit effectivement ça te désinhibe, Ouais, il me semble, hein, ouais, c'est ça. ou soit ça te tétanise, quoi. Tu te dis, Ouais, ouais, mais à partir du moment où ça commence à marcher, tu te dis: «Je peux pas lâcher», donc ouais, ouais. finalement, tu es un peu obligé de suivre et moi, ça m'a beaucoup aidée. Mais je sais que, au tout début, bah, quand tu as pas d'abonnés, c'est dur aussi. Parce Mmh. que c'est vrai que quand tu as plus d'abonnés, tu as une certaine légitimité, mais les premiers mois, entre 0 et 10 000 abonnés, tu t'exposes, tu as pas encore la notoriété. Enfin, ça peut être dur de se «mouiller» entre guillemets, sans retour et donc les premières semaines, c'était pas facile. Je me souviens que j'avais été à un cocktail avec mes anciens, collègues. Mmh. J'avais, je sais pas, 1 000 abonnés en janvier l'année dernière et tout le monde voyait mes posts. Mmh. Donc tu vois, c'était un peu: «Bon, je me suis lancée, on verra si ça marche». Et tu avais eu des retours à l'époque? Ou c'était Hem timide? C'était un peu timide, mais j'avais des collègues qui me disaient: «Ah oui, quand tu marches et que tu dis ça, c'est marrant», enfin tu des Ouais, petits commentaires et tu dis: «Bon, que tu avais pas je sais pas forcément ce bien qu'ils en pris. pensent». Bah, je pense que ça les faisait un peu rire au début, Ouais, forcément, c'est le début, tu es pas encore prise au ouais. sérieux, donc c'est pas facile au début. Oui, c'est ça, tu peux vite lâcher et Ouais, OK. donc soutien à toutes les personnes qui se lancent. Ouais, effectivement. Comment tu te nourris? Et j'entends par nourrir les lectures, les écoutes, Beaucoup de à quoi podcasts. ouais, OK. Beaucoup de podcasts, je pense qu'on en a en commun, mais le podcast de Pauline Léniaud, Ouais, j'ai beaucoup écouté aussi, Louise Aubéry, In ouais, Power, que je trouvais, enfin, justement, intéressant, enfin, pour les femmes et on tout le monde, adore. mais on adore. Ça fait du bien. Lou Dana sur le luxe aussi, Oui, oui, qui fait oui. des interviews intéressantes Mmh. de leaders, du luxe. J'aime beaucoup un peu tout ce qui, touche à la psychologie. Je lis pas des livres sur la communication, mais plus, sur, l'humain. Enfin, essayer un peu de comprendre, quels sont un peu les biais, comment on interprète, Ouais. tout ce qui se passe un peu dans le cerveau, mais qui touche un peu à la communication. Je trouve ça hyper intéressant. Et tu en as un en particulier à recommander, un ouvrage, Bah, alors c'est un des premiers livres que j'ai lu, le titre fait un peu peur, mais c'est, «Petit traité de manipulation», je pense, à d'accord. l'usage des honnêtes gens, je tiens à OK. préciser. En fait, c'est hyper intéressant parce que ça montre à chaque fois, avec plein de techniques, quand tu dis quelque chose, comment ça va être reçu.
selon la façon de le dire, selon, je sais pas, si par exemple je te touche l'avant-bras juste avant de te dire la phrase. En fait, ça montre plein de toutes les conséquences que ça peut avoir et c'est hyper intéressant. OK. Donc ça donne plein de techniques, on va dire, de manipulation, mais l'idée, c'est pas de faire faire à l'autre des choses qu'il a pas envie de faire, mais c'est plus comment faire en sorte que mon message soit bien pris, enfin, Ouais, soit bien d'accord. reçu. Ouais, OK, OK, Donc je ça, je comprends. trouve ça intéressant. D'accord, d'accord. Et tu toujours eu une appétence pour la communication ou ça t'est venu, petit à petit, ça aussi? Bah, je voulais être, psychologue au début, OK. donc je pense que j'ai toujours aimé aussi quand même, comprendre, comment les interactions entre les gens, comment ça se passe, Mmh. comment juste le fait d'adapter ton discours en fonction de la personnalité, ça va avoir un impact hyper fort. Donc j'ai toujours été intéressée par ça, Ouais, ouais. d'accord, d'accord. Ouais. Sur ta partie rituel, de soins beauté cette fois, j'ai une question un peu générale et après on rentrera, j'ai quelques questions sur vraiment, ce que tu utilises au quotidien comme cosmétique et cetera. Mais qu'est-ce que la beauté signifie pour toi? Et c'est pas forcément une beauté esthétique, hein, ça peut être, Ouais, la ouais. beauté d'une relation, d'un moment, Mmh. d'un espace, Bah, je pense que c'est ce qu'on disait, c'est l'alignement. Ouais. Enfin, là, tu parles de relation, le fait d'être, aligné avec, une personne, Mmh. aligné avec, tes projets, avec, ce que tu es. En fait, je pense que, ouais, c'est hyper important de se sentir, aligné et de s'écouter et Ouais, je pense qu'on rayonne plus quand on s'écoute ouais, et en effet, je pense que j'étais un peu en mode automatique pendant des années ouais. et je me sens beaucoup mieux maintenant donc je peut-être que, je sais pas, ça se voit sur mon visage, Mmh. que je souris plus, que j'ai peut-être plus les yeux qui pétillent, mais je pense que c'est s'écouter et ouais. Ouais, tu penses que si ça aurait enfin, tu penses que si tu avais pas pris cette décision-là et que tu étais, restée, justement, bah, dans chez Hermès, Mmh. tu penses que tu en serais où aujourd'hui? Tu te poses des fois la question ou? Je pense que si j'avais eu la mobilité, je serais restée, c'est sûr. Ouais, Et peut-être que oui, j'y serais encore ouais. sans problème. Je pense qu'en fait, c'est ça, j'étais un peu en mode automatique et tant que j'avais mes entre guillemets, que je pouvais évoluer, me challenger parce qu'en fait, c'est vrai que je suis restée quand même 5 ans, au même poste. Mmh. J'avais l'impression d'avoir fait le tour et j'avais vraiment besoin de changement et de me challenger. Ouais, Donc si, Hermès avait pu, voilà, me entre guillemets, «me donner des évolutions assez régulièrement», me challenger, j'y serais restée, ouais, c'est d'accord. sûr. Ouais, ouais. Mais bon, assez vite, parfois c'est compliqué. Enfin, on peut pas suivre ton rythme à toi Mmh. et voilà, mais j'ai besoin de beaucoup apprendre et l'entrepreneuriat, c'est bien pour ça. Bah, oui, c'est ça, c'est que du coup, en fait, tu attends pas de quelqu'un, tu te crées ta propre voie Ouais, et ouais, tu apprends effectivement. tous les jours. Est-ce que tu as des rituels beauté, le matin et le soir? Tu as une petite routine le matin et le soir? Très basique. Alors c'est vrai que souvent je me maquille, quasiment pas, OK. je travaille beaucoup de la maison donc je vais être assez, naturelle sauf quand, bah, voilà, je sors, je mets un petit peu de maquillage Ouais. mais je mets quasiment rien sur ma peau en général. OK. Bah, justement en travaillant pour la marque de cosmétiques Mmh. ayurvédique, il y avait une huile, OK. un sérum et une huile, ça s'appelle, Kumkumadi et c'était incroyable au safran. Ça te OK. donne un glow, Ouais. enfin vraiment j'étais accro à cette huile, je viens de la terminer et je OK. mettais, sérum, huile, matin et soir. D'accord. J'ai la peau assez sèche donc enfin voilà. C'est vrai que quand j'adore un produit, je vais Ouais, tu être, es fidèle, all in, ouais, ouais. Tu sais que moi, je ne mets plus de crème hydratante depuis longtemps et Mmh. je recommande à ma communauté de ne plus utiliser de crème, mais des huiles. Je trouve que c'est game changer dans une Ouais. routine, notamment parce que justement, il y a un côté vraiment, voilà, tu mets ton sérum pour que ça hydrate, tu donnes de l'eau et après l'huile te donne ce glow dont tu Ouais, parles, que tu as pas forcément avec une crème hydratante, mais ça, tout le monde ne veut pas le comprendre. que tu Donc n'as pas du tout, merci, ouais. ouais, Eh ben, on que est tu n'as d'accord. pas du tout. Donc franchement, OK, Ouais. top. Est-ce que tu as une routine pour ton corps Mmh. ou pas spécialement? Bah, j'aime beaucoup les huiles, c'est vrai, même pour Aussi? le corps, il y OK. en a une encore de Kama Ayurveda, ce n'est pas du tout un contenu sponsorisé, Non. mais en fait, j'avais pu, tester beaucoup de produits et j'adore aussi, enfin, ils utilisent l'aromathérapie donc Mmh. en fait, les odeurs, les fragrances, elles sont hyper fortes. Il y a une huile d'amande douce pour le corps, hyper addictive aussi. D'accord, ouais, ouais. Et le sport, est-ce que le sport a une place, importante dans ta vie ou pas trop? Malheureusement, pas assez, OK. mais en fait, je marche beaucoup. Ouais, Je d'accord. marche beaucoup seule, je peux aller marcher, enfin, voilà, je sais pas, 2 heures par jour,
parfois moins. Mais j'aime beaucoup ce temps-là. Enfin, pour moi, j'ai toujours un peu défendu la marche comme un sport parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, même Lucas qui me dit bon, tu marches sur du plat, oui, parce qu'on est en ville, mais j'aime beaucoup les randonnées aussi en montagne. Mais marcher, ça me fait vraiment du bien. Ouais, Donc, d'accord. on va dire que c'est mon sport, mais j'ai pas de routine très précise. Et si tu n'avais que 5 minutes pour toi, qu'est-ce que tu ferais dans ta journée? Marcher, c'est Ouais, pas assez 5 marcher, minutes. Marcher, prendre l'air, enfin ouais, ouais, j'ai vraiment besoin de t'oxygéner, ça, quoi. m'oxygéner, OK, ouais. OK. Je passe à mes questions signature, mes questions fin d'épisode, que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'émeut, enfin quelque chose qui t'émeut le plus dans la vie? Je dirais que c'est l'empathie. Je trouve ça, ouais, je trouve ça émouvant et ma mère, par exemple, elle est professeure de yoga aussi. Je trouve qu'elle est vraiment tournée vers les autres et c'est Mmh. un beau modèle. Cette capacité aussi à s'émerveiller, Mmh. en fait, je trouve ça hyper dur. Enfin, il y a tellement de personnes qui sont blasées, Mmh. mais le fait de pouvoir s'émerveiller, je trouve ça émouvant parce que moi-même, j'ai du mal parfois. Ah ouais? Je le retrouve, mais je pense que quand j'étais en mode automatique un peu dans le luxe, je me disais: «Bon, Tu un peu blasé de le luxe m'émerveillait» entre guillemets, ouais, mais je m'émerveillais pas, de la nature ou tu vois, ouais. de choses comme ça. Un peu J'étais moins peut-être et sensible, peut-être couper un peu plus un peu coupée. de qui tu es, tu vois? Ouais, Ouais. exactement. Est-ce que tu as un mantra qui te guide? Ou une phrase que tu te répètes, Bah, c'est marrant, mais en pensant à cette question, je pensais à Socrate: «Connais-toi toi-même». Enfin, je Mmh. pense que c'est hyper important de se connaître. Moi, j'ai vu beaucoup de psy dans ma vie, Mmh. je pense que c'est important de se connaître parce que ça va tout façonner, en fait. Ta Mmh. façon de voir le monde, ta façon d'interagir avec les autres, donc même pour la communication, c'est important de déjà se connaître avant tout, en fait et je Ouais. pense que souvent on le met en dernier et on peut pas, en fait, on peut pas, bien avancer pour moi et bien communiquer si déjà on connaît pas ses biais, on connaît pas, Ouais, c'est soi. fort. Ouais, est-ce qu'on se connaisse pas. Du coup, tu dis que tu as vu, beaucoup de psy, c'était au moment, à ce moment charnière, avant, après? Enfin, quand tu as ressenti le besoin d'aller en voir? En fait, à chaque fois, il y avait un déclic, c'était plutôt avant. Quelque chose n'allait pas dans ma vie, j'allais en voir un et puis finalement je restais, 6 mois en le Ouais. voyant toutes les 2 semaines et ça me permettait de creuser, de faire plein de liens. Je trouve ça hyper intéressant Mmh. et cette capacité à faire des liens, en fait, Ouais. finalement. Et juste peut-être pour que ça aide un peu nos auditrices, à Donc tu ressentais le besoin quand, ouais, voilà, tu étais bloquée dans ta vie et que tu avais besoin d'une aide Mmh, extérieure. Mais du coup, pourquoi avoir, décidé d'aller en voir, enfin, de le faire que pendant 6 mois et d'aller en voir à des moments différents? ouais. C'était besoin d'une aide ponctuelle, ou alors tu Oui. te sentais pas bien mentalement? Bah, je pense, par exemple, la dernière fois, c'était pendant le covid, Ouais, juste à la fin du covid, en fait, je dormais très mal. Donc, j'ai OK. toujours eu des problèmes d'insomnie et j'avais vraiment besoin de dormir, en fait. Mmh. Enfin, c'est vrai que j'avais mon médecin qui m'avait, prescrit, des somnifères et en fait, je pouvais pas non plus en Mmh. abuser. J'avais bientôt, plus d'ordonnances. Je me disais: «Je deviens addict, il faut que je trouve une solution» et finalement, il y a pas de enfin, voilà, je vais pas te dire qu'au bout de 2 séances, j'ai Mmh. redormi, mais ça a été un travail qui a duré, 6 mois. Ça peut paraître court, mais quand même en y allant toutes les 2 semaines, c'est pas mal Mmh. et ça m'a fait beaucoup de bien et je venais pour ça. Au début, j'attendais des réponses à ça et on parlait de tout sauf de ça. Ouais, bah, j'imagine, ouais. Donc ça peut être frustrant et finalement, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc il y a toujours un déclencheur, un échec, une situation, douloureuse, je sais pas, une rupture, ça peut être, n'importe quoi et finalement à chaque fois ça dépasse ça et Mmh. j'apprenais tellement. J'ai vraiment beaucoup aimé donc je recommande, à tout le monde Plus, d'aller en ouais. voir un. Ouais, ouais. Ouais. D'accord, bah, merci pour ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditrices de Puissantes? Écoutez-vous. Ouais, c'est vraiment ça, C'est vraiment ça. on l'a senti tout le long de l'épisode, ouais. Mais je pense que c'est dur et moi, j'avais beaucoup de mal à m'écouter parce qu'en fait, j'arrivais pas à même quand j'essayais de m'écouter, à comprendre quels étaient mes besoins et Ouais. cetera. Enfin, parfois, c'est dur quand tu es Mmh. tellement en mode automatique, tu sais même plus trop, vers quoi aller. Je pense que le corps parle pas mal Mmh. et moi, c'est vrai que voilà, mon corps, me dit, des choses, quand j'ai eu des échecs, des situations difficiles, justement, typiquement les insomnies. Mais, Mmh. Oui, le corps parle quand ouais, même, je trouve, de 1000 façons. Donc, si on sait pas s'écouter, au moins écouter son corps. ouais. Peut-être qu'il nous dit, À minima, peut-être qu'il nous dit quelque chose, ouais. ouais. Quelle femme verrais-tu au micro de Puissante?
J'aimerais bien dire Pauline Léniaud. Ah, j'adorerais la recevoir. Ok. Est-ce que tu en as une deuxième? Caroline Mignot. Caroline Mignot, on l'a. On l'aura, Caroline Super, Mignot. la reine du personal branding. Ouais. Alors, j'ai un rituel de fin d'épisode Ouais. qui consiste à te regarder dans le miroir, à me dire ce que tu vois et à t'adresser une phrase à toi-même. Tu vas voir que c'est pas évident. Je vois beaucoup les défauts. Enfin, forcément, on se voit toujours ses défauts. Moi, j'ai des cicatrices quand même qui se remarquent. Qui se voient pas. Ça m'a beaucoup... c'est vrai? Ça t'a beaucoup Là, j'en ai une complexé. grande. Ouais, Ça m'a beaucoup complexée toute ma vie, mais j'apprends à vivre avec, donc ça va mieux. Elle y a quoi? Elle est liée à quoi, cette cicatrice? J'ai été mordue par un chien quand j'avais 3 ans. Donc, par un petit chien, heureusement, parce que sinon... mais oui, j'ai eu 21 points de suture et en fait, elle était assez marquée. J'ai fait du laser quand j'étais au lycée. J'étais très complexée par ça parce qu'elle était assez volumineuse. Ma petite nièce me dit qu'elle est en forme de tour Eiffel, mais voilà, chacun voit ce qu'il veut. Mais oui, ça m'a beaucoup complexée, je pense. J'ai plein de petites cicatrices, les marques. Mais maintenant, j'essaie de m'accepter. Et qu'est-ce que tu as envie de lui dire, du coup? Accepte-toi encore plus. S'accepter, se concentrer sur les choses positives. Bah, bien sûr, il y en a plein. Merci beaucoup, Lola, pour cet épisode. Moi, ça m'a permis vraiment d'un peu mieux te connaître et de savoir qui y avait derrière les codes du luxe. Donc, je te remercie pour ta sincérité. Et à très bientôt. Si on veut te retrouver, on te retrouve sur les codes du luxe. C'est ça, @ les codes du luxe sur Insta. Super. Merci à toi. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou une note. Sache que je lis et réponds personnellement à tous les messages. Je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter. C'est un espace intime, plus personnel, où je partage les coulisses du podcast, mes réflexions sur l'alignement, les choix de vie et ce qui nous rapproche vraiment du bonheur. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je te mets tous les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi, c'est souvent là que tout commence.